Avez-vous déjà été abandonné quand vous aviez le plus besoin d'aide? Parce que ce que mon mari et ma belle-mère m'ont fait au milieu de la route m'a laissé au bord de la mort, mais ce que j'ai fait ensuite les a fait hurler de terreur à peine 1 heure plus tard. Je m'appelle Elena et j'ai 32 ans. Je suis mariée depuis 5 ans avec Roberto, un homme qui au début semblait être l'amour de ma vie. Quand je l'ai rencontré, je travaillais comme graphiste dans une petite agence. Il était comptable dans une entreprise moyenne, toujours bien habillé, poli, avec ce sourire qui vous fait vous sentir spécial. Pendant les premiers mois, tout était parfait. Dîner romantique, promenade dans le parc, conversation jusqu'à l'aube. Il me faisait sentir comme la femme la plus importante du monde. Mais tout a changé quand j'ai rencontré sa mère. Madame Martha. Rien que de penser à elle, j'en ai l'estomac retourné. C'est une femme de 60 ans, de celles qui croient que personne n'est assez bien pour leur fils. Dès le premier jour où nous avons été présentés, elle m'a regardé de haut en bas avec mépris. Je me souviens parfaitement de ce moment. Nous étions chez elle, une construction ancienne mais bien entretenue dans la banlieue de la ville. Roberto m'avait prévenu que sa mère était un peu spéciale, mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Quand je suis entrée dans le salon, elle était assise dans un fauteuil en velours vert, comme si c'était un trône. Elle ne s'est même pas levée pour me saluer. Elle a seulement tendu sa main, molle, attendant que je m'approche. Quand je l'ai fait, elle a à peine effleuré mes doigts avant de les retirer comme si elle avait touché quelque chose de sale. « Alors c'est toi la jeune fille dont Roberto ne cesse de parler ?» a-t-elle dit d'une voix qui tentait de paraître douce mais qui distillait du poison. « J'espère que tu sais cuisiner, parce que mon fils a l'habitude de bien manger. » J'ai essayé de sourire. « Oui, j'aime cuisiner. En fait, aujourd'hui j'ai apporté un dessert que j'ai fait pour... » Comme c'est gentil, m'a-t-elle interrompu sans même regarder la boîte que j'avais dans les mains. « Mais fais attention au sucre. Roberto doit surveiller sa ligne. » Ce n'était que le premier de milliers de coups de poignard déguisés en conseil. Avec le temps, les choses ont empiré. Chaque fois que nous rendions visite à Madame Martha, elle trouvait quelque chose à critiquer. Mes cheveux étaient trop courts, j'utilisais trop de maquillage, mes vêtements étaient inappropriés, je parlais trop fort, je souriais trop ou pas assez. Rien de ce que je faisais n'était bien. Le pire, c'est que Roberto ne m'a jamais défendu. Jamais. Quand je me plaignais en privé, il disait des choses comme « c'est comme ça ma mère », tu la connais ou « ne fais pas attention, elle fait ça parce qu'elle t'aime bien ». M'aimait bien? Cette femme me haïssait de tout son être et nous le savions toutes les deux. Les 2 premières années de mariage ont été relativement calmes parce que Madame Martha vivait dans sa propre maison et nous ne la voyions que les week-ends. Mais il y a 3 ans, elle a eu un problème de santé. Rien de grave, une simple chute qui lui a causé une fracture au poignet. Roberto, sans me consulter, a décidé qu'elle emménagerait avec nous, temporairement, pendant sa convalescence. Cette convalescence n'a jamais pris fin. 3 ans plus tard, Madame Martha vivait toujours avec nous et avait transformé ma maison en son royaume personnel. Elle réorganisait ma cuisine, critiquait ma façon de nettoyer, se plaignait de tout. Et le pire, Roberto prenait toujours son parti. Toujours. Elena, ma mère dit que la nourriture est trop salée. Elena, ma mère a besoin que tu laves ses vêtements séparément avec une lessive spéciale. Elena, ma mère ne peut pas dormir parce que tu fais trop de bruit la nuit. Je travaillais toute la journée, je rentrais fatiguée à la maison et je devais m'occuper de cette femme comme si j'étais une employée domestique. Pendant ce temps, Roberto s'enfermait dans son bureau ou sortait avec ses amis, me laissant seule avec elle. Quand j'essayais de lui parler de ce que je ressentais, il m'accusait d'être égoïste et de ne pas comprendre que sa mère passait en premier. C'est ma mère, Elena. La seule que j'ai. Tu devrais comprendre. Et moi alors? Et notre relation? Ces questions n'ont jamais obtenu de réponse. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais cessé d'être la femme de Roberto pour devenir la servante de Madame Martha. Mais je restais parce que j'avais encore de l'espoir. L'espoir que les choses s'améliorent,
que Roberto réagisse, que nous puissions redevenir ce que nous étions avant. Il y a 3 mois, Madame Martha a proposé que nous passions un long week-end dans une maison de campagne qui avait appartenu à son défunt mari. C'était à environ 3 heures de la ville, au milieu de nulle part. Roberto a accepté immédiatement, sans me demander si je voulais y aller. En fait, quand j'ai essayé de m'excuser en disant que j'avais beaucoup de travail, il s'est fâché. Tu trouves toujours des excuses. Ce n'est qu'un week-end. Ne sois pas si dramatique. Alors j'ai accepté. De toute façon, que pouvais-je faire d'autre? Pendant les semaines précédant le voyage, Madame Martha ne cessait de parler de combien ce week-end serait merveilleux. L'air pur, le paysage, les souvenirs de sa jeunesse. Je hochais seulement la tête en silence, comptant les jours pour que tout se termine. Le vendredi matin, nous sommes partis tôt. Roberto conduisait, Madame Martha était sur le siège passager et moi à l'arrière, comme toujours. Pendant le trajet, il conversait et riait tandis que je regardais par la fenêtre, me sentant complètement invisible. Soudain, j'ai commencé à sentir une douleur étrange dans l'abdomen. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'ai pensé que peut-être j'avais mangé quelque chose qui m'avait fait mal au petit déjeuner. Mais, au fil des minutes, la douleur s'intensifiait. C'était comme si quelqu'un me poignardait de l'intérieur. Une douleur aiguë, lancinante, qui me coupait le souffle. J'ai essayé de tenir bon, de respirer profondément, mais c'était de pire en pire. Je me suis plié en deux, pressant mon estomac avec mes mains. « Tu vas bien ?» a demandé Roberto en me regardant dans le rétroviseur. « Non, j'ai très mal au ventre », ai-je réussi à dire entre des halètements. « Ce doit être le petit déjeuner », a dit Madame Martha sans même se retourner pour me regarder. « Tu as sûrement mangé quelque chose de périmé. Tu manges toujours des cochonneries. » Non, c'est différent. Je n'ai jamais eu aussi mal, ai-je insisté. La douleur était insupportable. J'avais des nausées, je transpirais à froid, mes mains tremblaient. Tu exagères toujours, Elena, a répondu Madame Martha avec agacement. Tu cherches toujours à attirer l'attention. Maman a raison, a ajouté Roberto. C'est probablement juste un mal de ventre. Ça va passer. Mais ça ne passait pas. Au contraire, ça empirait à chaque seconde. Je sentais que j'allais m'évanouir. La douleur était si intense que j'ai commencé à crier. « Arrête la voiture. S'il te plaît, arrête la voiture. » Roberto a freiné brusquement sur le bas-côté de la route. Nous étions au milieu de nulle part, entourés de champs vides et d'arbres. Il n'y avait pas de maison, pas de gens, juste la route déserte s'étendant vers l'horizon. « Qu'est-ce qui te prend maintenant ?» a-t-il demandé agacé. « Je ne peux même pas respirer, j'ai besoin d'aller à l'hôpital, ai-je dit entre les larmes. La douleur était si forte que je pouvais à peine parler. Madame Martha s'est retournée vers moi avec une expression de dégoût. Encore tes drames. Tu dois toujours tout gâcher. Ce n'est pas un drame. Cette douleur me tue, ai-je crié. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. C'était comme si mon corps était détruit de l'intérieur. Roberto a soupiré, clairement irrité. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui s'est passé ensuite, je ne peux toujours pas y croire. Madame Martha m'a regardé avec ses yeux froids, pleins de haine, et a dit les mots les plus cruels que j'ai jamais entendus de ma vie. Fais-la sortir de la voiture, Roberto. Nous n'allons pas gâcher notre week-end pour ces bêtises. Si elle veut jouer la malade, qu'elle le fasse seule. Je suis restée paralysée. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'ai regardé Roberto, espérant qu'il réagisse, qu'il dise à sa mère qu'elle était folle, qu'il me défende pour une fois dans sa vie. Mais au lieu de cela, j'ai vu comment il hochait lentement la tête. Elle a raison. Tu inventes toujours quelque chose. Descends. Quoi? Roberto, tu ne peux pas être sérieux. Descends, Elena. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis malade.
J'ai besoin d'aide. Descends maintenant, a-t-il crié en frappant le volant. Madame Martha est sortie de la voiture, a ouvert ma porte et m'a littéralement tiré par le bras. J'ai essayé de résister, mais la douleur était si intense que je pouvais à peine bouger. Je suis tombée par terre, sur la poussière et les cailloux du bas-côté. De là, allongée sur le sol comme un animal, je les ai regardés en suppliant. S'il vous plaît, ne me laissez pas ici, s'il vous plaît. Madame Martha s'est penchée vers moi avec un sourire macabre. Meurs, misérable. Nous n'avons pas besoin de tes problèmes. Elle est montée dans la voiture. Roberto ne m'a même pas regardé. Il a démarré le moteur et ils sont partis. Je les ai vus s'éloigner sur la route jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit point puis disparaissent complètement. Ils m'avaient abandonnée. Au milieu de nulle part. Mourante de douleur. Je suis restée là allongée, incapable de bouger. Le soleil tapait fort, l'asphalte brûlait. J'ai essayé de me lever mais la douleur me faisait retomber. Chaque respiration était une agonie. J'ai senti que j'allais mourir là, seule, comme un chien. Les larmes coulaient sur mon visage se mélangeant à la poussière de la route. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Ça aurait pu être 5 minutes ou une demi-heure. La douleur était si intense que j'ai perdu la notion du temps. Je me souviens seulement qu'à un moment donné, j'ai entendu le bruit d'un moteur. Un vieux camion s'est arrêté à côté de moi. Un monsieur âgé, d'environ 60 ans, est descendu en courant. Mademoiselle. Que vous est-il arrivé? Je pouvais à peine parler. Douleur, hôpital, s'il vous plaît. Il n'a pas posé de questions. Il m'a porté avec précaution, m'a fait monter dans son camion et a conduit à toute vitesse vers le village le plus proche. Pendant le trajet, j'entrais et sortais de la conscience. La douleur était comme des vagues, elle montait et descendait, mais ne disparaissait jamais complètement. Nous sommes arrivés à un petit hôpital de village. Le monsieur m'a porté jusqu'à l'entrée en criant qu'il avait besoin d'aide urgente. Une infirmière est sortie en courant avec un brancard. Ils m'ont monté, m'ont emmené à l'intérieur. Tout se passait si vite et si lentement en même temps. Des lumières vives, des voix, des mains me touchant, m'examinant. Un jeune médecin s'est penché sur moi. Madame, j'ai besoin que vous me disiez ce que vous ressentez. Douleur, ici, j'ai montré mon côté droit de l'abdomen. Il m'a pressé doucement et j'ai crié de douleur. Son expression a immédiatement changé. Appendice. Nous devons l'opérer maintenant. C'est une appendicite aiguë. Si nous ne l'opérons pas tout de suite, il peut éclater et causer une infection généralisée. Vous comprenez? Vous pouvez mourir. J'ai à peine hoché la tête. J'ai signé les papiers qu'ils m'ont mis devant sans même les lire. Je me fichais de tout sauf que la douleur s'arrête. Ils m'ont emmené en courant au bloc opératoire. La dernière chose dont je me souviens avant que l'anesthésie fasse effet a été de penser à Roberto et Madame Martha. Ils m'avaient laissé mourir. Littéralement. Quand je me suis réveillée, il faisait déjà nuit. J'étais dans une chambre d'hôpital, connectée à des perfusions et des moniteurs. Le médecin vérifiait mes signes vitaux. Bon retour parmi nous, a-t-il dit avec un sourire bienveillant. L'opération a été un succès, mais vous êtes arrivé juste à temps. Votre appendice était sur le point d'éclater. 1 heure de plus et cela aurait été très dangereux. 1 heure. Il m'aurait laissé mourir sur cette route s'il n'y avait pas eu ce monsieur avec son camion. J'ai demandé après lui et ils m'ont dit qu'il était parti après s'être assuré que j'allais bien. Je n'ai même pas su son nom. Un parfait inconnu m'a sauvé la vie pendant que mon mari et ma belle-mère m'ont abandonné pour mourir. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était plus forte que n'importe quelle douleur physique. Toute l'humiliation, tous les mauvais traitements, toutes ces années à endurer les mépris et les abus ont explosé en moi comme une bombe. Je n'allais pas me taire. Pas cette fois. J'ai demandé à l'infirmière mon téléphone. J'avais plusieurs appels manqués de Roberto. Aucun ne demandait comment j'allais.
Seulement des messages demandant où j'avais laissé les clés de la maison de campagne. C'était ça qui l'inquiétait. Les clés. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mon frère Marcos. Il n'avait jamais supporté Roberto ni Madame Marta. Il me disait toujours de divorcer, que cette relation était toxique. Je ne l'écoutais pas. Mais maintenant j'avais besoin de lui. Et Elena? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Je lui ai tout raconté. Chaque détail. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. J'arrive, a-t-il finalement dit. Sa voix sonnait différemment. Je ne l'avais jamais entendu aussi sérieux. Non, écoute-moi d'abord. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je lui ai expliqué mon plan. C'était risqué, mais je m'en fichais. J'avais atteint ma limite. Marcos a hésité au début, mais quand je lui ai rappelé qu'il m'avait laissé mourir sur une route, il a accepté. 1 heure plus tard, Roberto a reçu un appel. C'était d'un numéro qu'il ne connaissait pas. Il a répondu. Monsieur Roberto Martinez? Oui, qui est à l'appareil? Ici le docteur Ramirez de l'hôpital général San José. Nous regrettons de vous informer que votre épouse, Elena Martinez, est décédée il y a 1 heure suite à des complications d'une appendicite aiguë. Nous avons besoin que vous veniez identifier le corps dès que possible. Silence. Quoi, qu'avez-vous dit? Votre femme est décédée, monsieur. Nous sommes vraiment désolés. Mon frère m'a raconté après que Roberto s'est mis à crier, que Madame Marta lui a arraché le téléphone des mains et s'est mise à crier aussi. Qu'ils ont commencé à s'accuser mutuellement, à se disputer, que Madame Marta pleurait en disant que ce n'était pas sa faute, que j'étais une exagérée, comment pouvait-elle savoir que c'était grave? Roberto a conduit de retour vers la ville comme un fou. Ils sont arrivés à l'hôpital 2 heures plus tard. Mon frère les attendait à la réception. Il avait réussi à ce qu'un ami médecin l'aide avec la mise en scène. Tout était préparé. Quand Roberto et Madame Marta sont entrés, ils étaient pâles, tremblants. Roberto s'est approché du bureau d'information. Ma femme. Elena Martinez, on m'a dit que... Oui, monsieur. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ils les ont emmenés par un long couloir jusqu'à une salle privée. J'étais là. Allongée sur un lit, couverte d'un drap blanc jusqu'au cou, complètement immobile. Pâle à cause de l'anesthésie et du stress. Les yeux fermés. Je semblais morte. Le médecin ami de mon frère était à côté du lit avec une expression sérieuse. Voici Elena Martinez. Elle est arrivée cet après-midi avec une appendicite perforée. Nous avons fait tout notre possible mais l'infection s'est propagée très rapidement. Elle est décédée à 19 heures. Roberto s'est approché lentement. Ses mains tremblaient. Madame Marta est restée à la porte, le visage décomposé. J'ai vu à travers mes paupières mi-closes comment Roberto me regardait. Comment il tendait sa main pour toucher la mienne. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. Le cri que Roberto a poussé était si fort qu'il a probablement été entendu dans tout l'hôpital. Il a sauté en arrière, a heurté le mur, est tombé par terre. Madame Marta a crié aussi, un cri aigu, de terreur pure. Je me suis assise lentement dans le lit. Je les ai regardés tous les deux avec toute la froideur que je pouvais rassembler. Surprise. Je ne suis pas morte. Roberto ne pouvait pas parler. Il ouvrait et fermait seulement la bouche comme un poisson hors de l'eau. Madame Marta était devenue blanche comme un linge. Quoi, comment, a balbutié Roberto. Je suis vivante. Grâce à un parfait inconnu qui m'a ramassé sur la route où vous m'avez laissé pour mourir. Littéralement. Le médecin m'a opéré juste à temps. 1 heure de plus et je serais morte. Vous comprenez? Vous alliez me laisser mourir. Yelena, nous ne savions pas que c'était si grave, a commencé à dire Roberto. Tais-toi, ai-je crié. Je n'avais jamais crié comme ça. Je t'ai dit que j'étais malade.
Je t'ai supplié. Et tu m'as sorti de la voiture et m'as laissé par terre comme une ordure. Parce que ta mère te l'a dit. Madame Martha a essayé de parler. Helena, tu dois comprendre. Non. Toi aussi tais-toi. Tu m'as dit de mourir. Ce sont tes mots exacts. Meurs, misérable. Tu t'en souviens? Parce que moi oui. Chaque mot est gravé dans mon cerveau. Les larmes coulaient sur mon visage mais ce n'était pas de tristesse. C'était de rage. Des années de rage accumulées. J'ai pensé que si vous croyiez que j'étais morte, vous comprendriez ce que vous aviez fait. Que vous ressentiriez quelque chose. Que vous vous rendriez compte que vous m'aviez laissé mourir. Mais vous savez ce que j'ai vu quand vous êtes entré ici? Je n'ai pas vu de remords. J'ai vu de la peur. Peur des conséquences. Peur d'être découvert. Mais pas une once de vraie douleur pour moi. Roberto s'est levé, tremblant. Helena, s'il te plaît, on peut parler de ça. Il n'y a rien à dire. Je veux le divorce. Dès demain mes avocats te contacteront. Et toi, j'ai montré Madame Martha du doigt, tu ferais mieux de sortir tes affaires de ma maison parce que quand je sortirai d'ici, je ne veux plus jamais te voir. C'est ma maison aussi, a crié Roberto. Elle est à mon nom. Je l'ai achetée avec mon argent avant que nous nous marions. La seule chose que tu as faite, c'est y vivre gratuitement tout ce temps. Mais c'est fini. Mon frère est entré à ce moment-là avec 2 policiers. Il avait appelé pour dénoncer l'abandon. Roberto et Madame Martha sont devenus pâles. Ces officiers ont quelques questions sur ce qui s'est passé cet après-midi, a dit Marcos avec un sourire. Il paraît qu'abandonner une personne malade au milieu d'une route est un délit. Qui l'aurait cru? Ce qui a suivi a été le chaos. Roberto a essayé de s'expliquer, Madame Martha pleurait en disant que tout était un malentendu, que j'étais folle, que j'exagérais. Mais il y avait des témoins. Le monsieur qui m'avait ramassé avait déjà donné sa déposition. Les médecins ont confirmé que si j'étais arrivée 1 heure plus tard, je serais morte. Tout était documenté. Les officiers ont emmené Roberto et Madame Martha pour les interroger. Je suis restée à l'hôpital cette nuit-là, mais je n'ai pas dormi. Pas à cause de la douleur, mais parce que je ne pouvais pas arrêter de penser à tout ce qui s'était passé. À comment j'avais été si aveugle pendant tant d'années. À comment j'avais permis qu'on me traite ainsi. Le lendemain matin, Marcos est venu me rendre visite avec mon avocate. C'était une femme sérieuse, d'environ 40 ans, avec une réputation de ne jamais perdre ses affaires. « Helena, j'ai examiné ta situation », a-t-elle dit en ouvrant son porte-documents. « Tu as un cas très solide pour le divorce. Abandon, maltraitance émotionnelle, mise en danger de mort. De plus, comme la maison est à ton nom, Roberto n'a aucun droit sur elle. Il va devoir partir. Et pour l'abandon ? Ils peuvent aller en prison pour ça, ai-je demandé. Possiblement. Ça dépend de comment le procureur veut procéder. Mais ils feront définitivement face à des accusations. Ce qu'ils ont fait est très grave. Pendant les jours suivants, pendant que je me rétablissais à l'hôpital, tout mon monde a changé. L'histoire est devenue publique. Certains amis communs ont pris contact, incrédules. Certains ont soutenu Roberto, disant que j'exagérais. Ceux-là ont immédiatement cessé d'être mes amis. D'autres m'ont soutenu, me racontant des histoires de comment ils avaient toujours remarqué que Roberto me traitait mal mais n'osait rien dire. Toute ma famille s'est mobilisée pour m'aider. Ma mère a pratiquement emménagé à l'hôpital pour s'occuper de moi. Mon père, qui n'avait jamais été très expressif, m'a serré dans ses bras et a pleuré. J'aurais dû donner une raclée à ce type dès le début, a-t-il dit. Mes frères ont organisé un plan pour aller sortir toutes les affaires de Roberto et Madame Martha de ma maison avant que je sorte de l'hôpital. Je ne voulais plus jamais les voir. Quand j'ai finalement eu mon congé de l'hôpital, 1 semaine plus tard, ma maison était vide de toute trace d'eux. Marcos avait changé les serrures.
Tout ce qui appartenait à Roberto et Madame Marta était emballé dans des cartons dans le garage, prêt à ce qu'ils viennent le récupérer. Ils ne sont jamais revenus. Ils ont envoyé des employés de déménagement récupérer le tout. La procédure de divorce a été étonnamment rapide. Roberto a essayé de se battre pour la maison, pour de l'argent, mais il n'avait aucun argument légal. Les preuves de ce qu'il avait fait étaient accablantes. Son avocat lui a recommandé de signer les papiers sans faire plus de scandale parce que plus la procédure s'allongeait, pire ce serait pour lui. 3 mois après l'incident, j'étais officiellement divorcée. Roberto et Madame Marta ont fait face à des accusations criminelles pour abandon de personnes en danger. Ils ne sont pas allés en prison, mais ils ont dû payer une énorme amende, faire du service communautaire et se sont retrouvés avec un casier judiciaire. Pour Roberto, cela a signifié perdre son emploi. Aucune entreprise ne voulait embaucher quelqu'un avec ce genre d'antécédents. Madame Marta a dû déménager chez une cousine dans une autre ville parce que dans notre quartier, tout le monde savait ce qu'elle avait fait. Moi, de mon côté, j'ai recommencé à zéro. Je me suis concentrée à nouveau sur mon travail, sur mes loisirs, sur les choses que j'avais abandonnées pour faire plaisir à Roberto. J'ai commencé une thérapie pour traiter tout le traumatisme de ces années de maltraitance émotionnelle. J'ai appris à poser des limites, à ne laisser personne me faire sentir moins que ce que je valais. 1 an après le divorce, j'ai vendu la maison. Elle avait trop de mauvais souvenirs. Avec cet argent, j'ai acheté un petit appartement mais accueillant dans le centre-ville. Je l'ai décoré exactement comme je le voulais, sans avoir à consulter personne. Chaque meuble, chaque couleur, chaque détail était à moi. J'ai aussi changé de travail. J'ai obtenu un poste mieux payé dans une agence plus grande. Là, j'ai rencontré de nouvelles personnes, je me suis fait de vrais amis. Des gens qui me soutenaient, qui me faisaient rire, qui me rappelaient qui j'étais avant Roberto. Parfois je me demande ce qui se serait passé si ce monsieur ne m'avait pas ramassé sur la route. Si j'étais morte là, seule, abandonnée. Roberto et Madame Marta auraient raconté leur version de l'histoire. Que j'étais descendue de la voiture parce que je me sentais mal, qu'ils avaient continué leur chemin parce que j'avais insisté pour que tout irait bien, que c'était un terrible accident. Personne n'aurait connu la vérité. Mais j'ai survécu. Et je n'ai pas seulement survécu, j'ai prospéré. Je me suis rendu compte que j'avais passé des années de ma vie à essayer d'être assez bien pour des gens qui ne m'apprécieraient jamais. Que j'avais sacrifié mon bonheur, ma dignité, ma santé mentale et physique pour maintenir un mariage qui était brisé depuis le début. Le divorce n'a pas été un échec. C'était une libération. C'était la décision la plus courageuse et la plus saine que j'ai prise de ma vie. Parfois les gens me demandent si je déteste Roberto. Et la vérité c'est que non. La haine demande de l'énergie, elle demande que tu continues à penser à cette personne. Je ne pense plus à lui. Il fait partie de mon passé, un chapitre fermé. Ce que je ressens, c'est de la pitié. Pitié pour lui, qui est tellement contrôlé par sa mère qu'il a laissé son mariage être ruiné. Pitié pour Madame Marta, qui est une femme si remplie d'amertume qu'elle a préféré laisser quelqu'un mourir plutôt que d'admettre qu'elle avait tort. Pitié pour le temps que j'ai perdu avec eux. Mais je ressens aussi de la gratitude. Gratitude pour ce monsieur du camion qui m'a sauvé la vie. Je n'ai jamais su son nom, je ne l'ai jamais revu, mais je pense à lui chaque jour. J'aimerais pouvoir le remercier en personne. Lui raconter comment cet acte de bonté a complètement changé ma vie. Gratitude pour ma famille, qui a toujours été la même si j'étais aveugle à la réalité. Gratitude pour mes vrais amis, ceux qui m'ont soutenu quand j'en avais besoin. Gratitude pour les médecins et infirmières qui ont pris soin de moi. Et gratitude pour moi-même, pour avoir trouvé la force de me relever et d'aller de l'avant. Maintenant, 2 ans après ce jour horrible sur la route, ma vie est complètement différente. J'ai la paix. J'ai la liberté. J'ai la dignité. Je m'entoure de gens qui m'aiment vraiment, pas de gens qui me tolèrent. J'ai appris à m'apprécier, à ne pas accepter des miettes d'affection déguisées en amour. Est-ce que je me remarierai ? Je ne sais pas.
Pour l'instant je suis concentrée sur moi. Sur guérir, sur grandir, sur être la meilleure version de moi-même. Si un jour quelqu'un arrive qui me complète, qui me respecte, qui m'apprécie, il sera le bienvenu. Mais je ne vais plus me contenter de moins que ce que je mérite. Je ne vais plus permettre que qui que ce soit me traite comme Roberto et Madame Martha m'ont traité. À toutes les personnes qui sont dans des relations où elles ne sont pas appréciées, où on les rabaisse, où on les fait sentir qu'elles ne sont pas assez, je veux dire quelque chose, vous n'êtes pas folle. Vous n'exagérez pas. Si quelque chose ne se sent pas bien, c'est probablement qu'il y a un problème. N'attendez pas qu'on vous laisse mourir sur une route, littéralement ou métaphoriquement, pour réagir. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être respecté. Vous avez le droit de vous éloigner des personnes toxiques, même si ces personnes sont de la famille, même si vous êtes avec elles depuis des années, même si tout le monde vous dit que vous exagérez. Votre bien-être, votre santé mentale, votre vie, valent plus que n'importe quelle relation. J'ai perdu 5 ans de ma vie dans un mariage qui me détruisait peu à peu. 5 ans que je ne récupérerai jamais. Mais l'important n'est pas ce que j'ai perdu, mais ce que j'ai gagné, ma liberté, ma paix, ma dignité, ma vie. Et croyez-moi, il n'y a pas de prix qu'on puisse mettre là-dessus. Alors oui, Roberto et Madame Martha m'ont laissé pour mourir sur une route. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en faisant ça, ils m'ont donné la poussée dont j'avais besoin pour finalement vivre. Et pour ça, d'une manière tordue, je leur suis presque reconnaissante. Parce que leur cruauté m'a montré exactement qui ils étaient. Il n'y a plus de doute, plus d'excuses, plus de « mais c'est qu'il m'aime à sa manière » ou « elle fait ça parce qu'elle s'inquiète ». Ils m'ont montré leur vraie nature. Et j'ai choisi de survivre et d'être heureuse malgré eux. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus cette scène horrible sur la route comme le pire jour de ma vie. Je la vois comme le jour où ma vraie vie a commencé. Le jour où j'ai décidé que je valais plus. Le jour où j'ai choisi de me sauver moi-même. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris de tout ça, c'est que parfois les pires expériences de notre vie sont exactement ce dont nous avons besoin pour nous réveiller. Pour nous rendre compte que nous méritons plus. Pour trouver la force que nous ne savions pas avoir. Chaque cicatrice sur mon abdomen de cette chirurgie d'urgence me rappelle que j'ai survécu. Que je suis plus forte que je ne le pensais. Que je peux surmonter n'importe quoi. Et ces cicatrices, que je détestais au début, maintenant je les porte avec fierté. Elles sont le rappel physique que je ne suis plus l'Elena qui endurait tout en silence. Je suis l'Elena qui s'est levée, qui s'est battue, qui a gagné. J'ai revu Roberto une fois de plus, des mois après le divorce. C'était par hasard, dans un supermarché. Il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids, avait des cernes, paraissait des années plus vieux. Il m'a vu, s'est approché. Il a essayé de parler. Elena, je suis désolée. Désolée pour tout. Chaque jour je pense à ce qui s'est passé. Chaque jour je regrette. S'il te plaît. Je ne l'ai pas laissé finir. Pas parce que j'étais cruelle, mais parce que je n'avais plus besoin de ses regrets. Je n'avais plus besoin de ses excuses. Je n'avais plus besoin de rien de lui. J'espère que tu vas bien, Roberto. Vraiment. Mais il n'y a plus rien à dire. Et je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Parce que quand tu fermes vraiment un chapitre, tu n'as pas besoin de le relire. Tu connais déjà cette histoire. Tu sais déjà comment elle se termine. Et tu as des pages blanches qui t'attendent, prêtes pour écrire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Ma nouvelle vie n'est pas parfaite. J'ai des jours difficiles. J'ai des moments où la solitude pèse. Mais même dans mes pires jours maintenant, je vais mieux que dans mes meilleurs jours avec Roberto. Parce que maintenant j'ai quelque chose que je n'avais pas avant, le respect de moi-même. Et ça, croyez-moi, vaut plus que n'importe quelle relation, n'importe quel mariage, n'importe quel amour qui te fait sentir moins que ce que tu es. Alors voici mon histoire. L'histoire de comment j'ai failli mourir sur une route abandonnée par les 2 personnes qui étaient censées prendre soin de moi.
Mais c'est aussi l'histoire de comment j'ai survécu, comment je me suis relevé, comment j'ai récupéré ma vie. C'est l'histoire de comment une fin horrible s'est transformée en le meilleur début que je pouvais avoir. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous vous sentez piégé dans une relation toxique, si chaque jour est une lutte pour maintenir la paix au détriment de votre propre bonheur, écoutez-moi, vous pouvez partir. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez être heureux. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide, mais ça vaudra la peine. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque moment de peur, chaque pas vers votre liberté, vaudra la peine. Parce qu'au final, la seule chose qui compte vraiment, c'est que vous puissiez vous regarder dans le miroir et être fier de la personne que vous voyez. Et moi, après des années à ressentir de la honte, à me sentir petite, à me sentir invisible, je peux finalement faire ça. Je peux finalement me regarder dans le miroir et dire, tu as réussi. Tu as survécu. Tu es forte. Tu es suffisante. Tu l'as toujours été. Et ça, plus que n'importe quelle vengeance, plus que n'importe quelle excuse, plus que n'importe quoi que Roberto ou Madame Martha pourraient dire ou faire, c'est ma vraie victoire. Si mon histoire vous a touché, passez à la vidéo suivante. Leave I rest? If he attacks me again, he's dead, by the way. We good? We good. I don't trust him. I'm not too comfortable in his presence. Yeah, he was just a little bit hangry. I'll forgive him because I understand. I know the feel. It happens, you know? We all have a little some issues we need to deal with. Anyways, let's try and kill this guy, I guess. Probably not gonna go very well, but oh, gotta try. Good practice for them. Jesus. Come on, dude. Not fair. Maybe I can't kill this guy now. One more time. One more time, just to make sure we're indeed not capable of this feat. And then, yeah, then we move on to other things. Maybe a miracle happens and we actually do it. Who knows? Let me take my 0 runes, thank you.
strong. Shit. I guess he can do that. Yeah. Fair enough. Oh my god, my camera. I don't think this is for right now. I think this is for later. Yeah. I'm gonna skedaddle. Well, this farming runes stuff is going amazing. Going amazingly. I'm just never gonna make it, am I? God damn it, dude. Do we try the gargoyles again? Maybe we can do the gargoyles. I honestly don't know what to do, so might as well try, no? At least it would be a boss that we can practice on, and maybe... I don't know. Let's see if we can do it. Straightforward. Right? Almost. You prefer going lesbian forward? I get it. Six, 7. I can't wait to throw either in the sea. Every 6-7 pronounced is a waterboard session. Every single one. They are being counted. I can only attest to the ones he told me, so I cannot punish him for the others. But it's enough. We can only hope he survives the experience. Is it bad I can't float in place? What do you mean you can't float in place? Do you spin? Do you generate a tsunami? Like, what happens? Nokron. Like, I can swim, but I just can't float in one spot. You have to be like on your back to float. And be very still. Oh my god, I thought I was going to fall down and die. He's messaging us from the pool. I don't know what he's doing. Well, they're kicking. You can't just float there. You're actively swimming when you do that. Unless you have feet. You don't just randomly float. You have to kick with your feet. I try kicking, I just sink! It's the same as swimming forward, but you know, you do it to keep yourself up above the water. We might not go swimming. We might not go swimming. We might, yeah, bro.
The pool is cancelled. No buoyant energy now, you're just stuck sinking. Now we can't just- I am not responsible! I don't have a swimming, you know, whatever it's called. Like, I can't save you. I'm not a lifeguard.